Et dans la question du jour, ma chère Lise, la question qui était posée hier à nos auditeurs était la suivante. Est-ce que, tout simplement, les prix littéraires influencent vos achats en librairie? Et donc, ma chère Lise, qu'en pensent nos auditeurs? Eh bien, je dois dire que j'ai été surprise, Didier, par leur réponse et c'est plutôt non, puisque sur Twitter, c'est 50% de oui, 50% de non. Sur Facebook, c'est 63% de non. Et sur Instagram, encore plus, c'est 82% de non. Donc, je ne sais pas s'il y a de quoi s'inquiéter chez les prix littéraires, mais en tout cas, chez nos auditeurs, ça n'a pas l'air d'avoir un grand écho. C'est bien dommage. Alors, on est en ligne avec Annette Vivorca. Bonjour Annette. Bonjour Lise. Vous êtes historienne spécialiste de la Shoah et directrice de recherche honoraire au CNRS et vous venez de recevoir le prix Femina pour votre dernier livre, Tombeau, autobiographie de ma famille aux éditions du Seuil. Alors Annette, est-ce que vous aussi, ça ne vous influence pas vos lectures, les prix littéraires? Euh, je répondrai que plutôt non. Mais malgré cette réponse, plutôt non, ce qu'on voit quand même, c'est que ce sont les prix littéraires qui sont dans les meilleures ventes. Et C'est que, vrai. par exemple, le prix Goncourt, qu'on achète ou qu'on n'achète pas, quel que soit disons, le succès, il y a des immenses prix Goncourt, certains d'ailleurs de très grands livres, je pense au dernier des Justes de Charles Marx, par exemple. Eh bien, quoi qu'on en dise, c'est quand même eux qui sont au top des ventes, quoi. Donc oui, non, ça n'influence pas, mais bon, je suis comme beaucoup, j'ai mes choix de lecture, quoi. Bien sûr. Alors, Annette, dans votre dernier livre, vous explorez pour la première fois l'histoire de vos grands-parents et de votre tante Berthe qui a disparu il y a 10 ans sans laisser d'enfant. Est-ce que c'est pour ça que vous aviez jusqu'à maintenant évité votre parole personnelle et que vous avez eu un déclic là-dessus? Je pense que la disparition de ma tante Berthe et puis toutes les heures que j'ai passées avec mon cousin Marc Perelman à vider son appartement, ça m'a fait prendre conscience de ce que voulait dire euh, mourir sans laisser de traces. Ma tante Berthe avait perdu sa fille, ma cousine Evelyne, et elle n'avait pas de biens. Elle n'avait pas une maison de famille, par exemple, ou d'objets. Elle avait travaillé toute sa vie et je m'étais dit qu'elle ne laisserait de traces que dans, dans ma mémoire, celle de mes cousins, de mes frères et sœurs, peut-être un peu de nos enfants, et puis qu'après elle disparaîtrait. Et cette disparition a évoqué d'autres disparitions. Et je pense que ça a été effectivement un élément déclencheur. Alors, hier soir, vous étiez l'invité de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine à côté de Caen. Le sujet, c'était l'historien peut-il faire de sa propre vie le matériau de sa recherche? En résumé, qu'est-ce que vous avez dit, Annette Viborca? Oh là là, je suis toujours à Caen. Je parle des locaux de l'IMEC. J'ai visité hier les merveilleuses archives de grands intellectuels ou écrivains qui sont conservés. C'est un lieu merveilleux. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit beaucoup de choses. J'ai dialogué avec Nathalie Léger, qui est elle-même romancière, mais aussi qui dirige l'IMEC. Et on a dialogué autour du contenu du livre, qu'il est un peu difficile à résumer. Je vais quand même tenter de le faire. J'ai essayé de tenir ensemble l'histoire de ma famille maternelle, les Perelman, mon grand-père c'est un peu l'idéal type du juif immigré, puisqu'il était tailleur, venu dans les années 20,
et de ma famille paternelle, dont la grande figure est Wolf Wiesiorka, qui a été un journaliste et un écrivain de langue yiddish et qui est mort à Auschwitz. Oui, alors justement, votre grand-père paternel qui rêvait de devenir le Maupassant yiddish, hein, on le voit beaucoup dans ce livre avec sa femme Guy Tellet. Et en 1929 à Paris, il ouvre une cantine juive où l'intelligentsia vient se réfugier. Il lance des revues, il devient journaliste. Est-ce que finalement l'écriture, c'est aussi un héritage chez vous, Annette Viborka? Alors écoutez, c'est très difficile de répondre, mais du côté de ma fratrie, nous sommes 4. Nous avons tous les 4, y compris ma sœur psychiatre, écrit des livres. Donc je pense qu'il y a un héritage. Pour moi, ce qui a été une des comment dire, des valeurs du fait que mon grand-père était écrivain, c'est qu'il a laissé des traces. Ça nous ramène à la disparition de Berthe, qui est la disparition sans trace. L'écriture, elle laisse des traces. Et quand j'ai écrit mon premier livre, dont le succès a été proche de zéro, quand je passais en autobus devant la Bibliothèque nationale, qui est celle de la rue de Richelieu, je disais « Ah, je suis au dépôt légal ». Ça veut dire que j'avais le sentiment que ce livre, qui n'avait pas trouvé de lecteur, eh bien, il était là quand même pour l'éternité. Et c'est vrai que quand je me suis intéressé à mon grand-père, quand j'ai commencé à collecter des archives, eh bien, il avait laissé des traces, jusqu'à d'ailleurs je ne trouve pas le mot juste, mais sa déportation, quand il était à Auschwitz, où il est décédé au moment de l'ouverture du camp par les soviétiques, en janvier 1945, il a donc passé 15 mois à Auschwitz. Il y a des témoignages, mais les témoignages sur lui, ce sont ceux des écrivains du ghetto de Lodz qui ont été déportés plus tard, parce que le ghetto de Lodz a été, comme disent les nazis, liquidé en août 1944. Donc, oui, écrire, ça laisse des traces. Alors, vous avez mis toute votre ténacité d'historienne et d'enquêtrice pour trouver des détails sur votre famille. Et bien entendu, cette expérience personnelle, elle a une valeur d'universalité. On voit les deux côtés de votre famille. Il y a une photo très marquante du côté Perelman de vos grands-parents avec leurs étoiles jaunes. Et on voit leur regard très fier. Vous dites que ce côté de la famille, c'était des taiseux, Annette Viborka. Oui, je dis que c'est des taiseux, sauf ma mère, qui n'a jamais été une taiseuse. Lise, vous connaissez ma mère, Rachel Rich, donc vous savez que c'est quelqu'un qui aime raconter, qui aime parler. Mais les autres étaient des taiseux. Cette photo, elle est extraordinaire. D'abord, c'est une photo de très grande qualité. C'est une photo de photographe professionnel qui a été faite entre l'imposition de l'étoile jaune, début du port de l'étoile jaune, et la rafle du Veldiv. Et ma grand-mère a dit, on va se faire prendre en photo pour qu'après, ils aient honte, me dit ma mère. Fantastique. Et cette photo, ils sont magnifiques. Ils sont habillés comme des princes. Ils se tiennent bien droit. Mon grand-père mesurait, j'ai chez moi sa fausse carte d'identité, faite quand il était réfugié à Grenoble pendant la guerre, il mesurait 1,50 m. Donc c'était un petit homme. Mais là, et quand on regarde cette grand-mère qui s'est noyée en passant la ligne de démarcation parce que les Allemands ont tiré sur la barque, quand on la regarde, il y a une fierté et même une arrogance. C'est une photo qui est une photo de défi. Et je n'ai pas mis de photo dans le livre, volontairement, mais quand la presse m'a demandé des photos, c'est tout de suite celle-là que j'ai eu envie de faire connaître.
pas par orgueil familial ou narcissisme, tout ce que vous voulez, mais parce que cette photo, elle dit quelque chose pour tous les juifs, Oui, pour tout nous à tous. fait. Elle dit qu'on ne peut pas nous dire qu'on est allé comme des agneaux à l'abattoir et Voilà, elle dit qu'on savait très bien les voilà. persécutions dont Et on était victime. Mm. oui, oui, oui. Ouais. Merci beaucoup Annette Vivorca pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes Merci Lise. historienne, spécialiste de la Shoah et vous venez de recevoir le prix Femina pour Tombeau, autobiographie de ma famille aux éditions du Seuil qui se lit très vite. Je l'ai lu dans la seule soirée d'hier, donc je le conseille à nos auditeurs. Merci, bonne journée Annette. Merci beaucoup.